de la criminalité transfrontalière et depuis peu, hélas, de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Nous avons tous compris que l'intégration économique régionale est l'un des moyens les plus efficaces, voire l'unique moyen pour réduire les handicaps les plus lourds de nos pays. Chaque jour qui passe nous donne l'occasion de voir progresser notre ambition commune, d'unir notre destin pour relever ensemble les défis de développement au bénéfice de nos populations dans la solidarité et la complémentarité. La consolidation des acquis requiert la mise en œuvre effective des réformes et des textes de l'Union. Et pour donner une nouvelle impulsion à l'UEMOA, le président Macky Sall invite la Commission à diversifier et à renforcer les mécanismes de financement pour relever le défi de la mobilisation des ressources. 20 ans, c'est l'âge de la maturité. L'UEMOA vient de passer sa maturité. Cela a été constaté par les politiques communautaires mises en œuvre par les institutions et organes spécialisés, mais surtout par le programme économique régional qui vient d'être promu lors du sommet de Dubaï. Je pense que nous allons consolider de jour en jour notre unité au sein d'une communauté de destin. Sous le leadership des chefs d'État et sur le socle de la solidarité entre les peuples et la complémentarité des économies, l'UEMOA va ainsi poursuivre sa mission d'intégration et de construction d'un marché commun. 8 pays, un idéal commun et 20 ans d'expérience pour avancer dans la réalisation de ces projets qui ont un impact réel sur l'intégration régionale. Les 8 pays membres de l'UEMOA viennent donc de célébrer les 20 ans de création de l'organisation sous-régionale, une période durant laquelle les voies d'un développement solidaire ont construit les bases solides d'une politique économique harmonisée. Que de chemin parcouru. Aujourd'hui, le rêve, sinon le défi reste la mise en place d'une confédération, mais l'enjeu est encore plus grand, notamment au niveau des réformes en cours. Il faut dire que cette question a été au centre de cette célébration. Nos envoyés spéciaux, Cheikh Bambaye et Samsidine Ndiaye, nous en parlent. Le gâteau de l'anniversaire. 20 ans déjà que l'Union économique et monétaire ouest-africaine existe. L'UEMOA, de sa création au milieu d'une décennie qui allait clore un cycle de politiques économiques fragilisé par une absence d'harmonisation des instruments de développement humain. Ainsi, la création de marchés régionaux favorise la circulation des personnes, des biens, des capitaux, clés de voûte de 8 pays qui partagent un même destin. Beaucoup de choses ont été faites. Nous avons un pacte de convergence au niveau de nos politiques économiques, sur le plan de la fiscalité, sur le plan de la gestion budgétaire, disons sur le plan de la gestion macroéconomique. Et aujourd'hui, effectivement, l'UEMOA présente un intérêt certain pour les économies qui sont ensemble. L'œuvre accomplie ne s'est pas faite en un jour, mais à sa création, l'UEMOA jouissait d'un environnement favorable à son expansion. Autour d'elle, plusieurs institutions financières, notamment la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, créée en 1962. Donc à ce titre, elle définit et met en place, sous l'orientation du Conseil des ministres de l'UEMOA, la politique monétaire qu'il faut pour le pays. Elle est essentiellement conjoncturelle, c'est-à-dire qu'elle permet à chaque moment d'adapter ce qu'il faut comme politique aux États. La diversification des partenaires comme les Émirats arabes unis conduit à une diversification des investissements grâce à une large gamme d'offres de production avec un marché de près de 100 millions d'habitants. Nos économies aussi sont dans une phase de transition où il faut surmonter certains handicaps. Ces handicaps ont pour nom très souvent le manque d'infrastructures. Et pour cela, nous savons également qu'il y a des problèmes de ressources à mobiliser dans notre région. Nous avons des partenaires traditionnels, mais ils ont aussi leurs contraintes. Nous sommes dit qu'il faut, à travers de telles conférences, essayer de diversifier nos partenaires en leur montrant les atouts qu'ils peuvent avoir en investissant dans notre région. Et pour cela, l'UEMOA doit accompagner les États pour pouvoir mobiliser ces ressources. Et ça a été le cas avec la conférence de Dubaï qui a permis
d'avoir des intentions d'investissement de l'ordre de 19 milliards de dollars, ce qui est extrêmement important. Dans son message, le docteur Thomas Yaïbouni, président de la conférence des chefs d'État, relève l'importance de la célérité dans les programmes économiques communautaires, gage d'une maîtrise des outils de gestion, de contrôle et d'anticipation. C'est un engagement ferme que nous prenons avec la présidence des chefs d'État devant la communauté internationale pour dire que nous prenons un nouvel élan pour préserver les acquis, n'est-ce pas, et relever les défis qui nous attendent encore. Ces défis, vous les connaissez, on en a parlé, et dire que dans tous les cas de figure, nous travaillons afin de faire en sorte que l'UEMOA, comme noyau, puisse continuer d'être l'instrument qui nous permette d'accélérer notre marche vers l'idéal, c'est-à-dire la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette nouvelle ère convoque un rêve, celui d'arriver à une confédération, souligne le président de la commission. Un travail titanesque, mais les jalons sont déjà là. 1994 à Dakar, 2014 ici à Ouagadougou au Burkina Faso, la projection qui était faite à long terme dans un délai de 20 ans est en train de produire ses résultats. Le défi majeur de l'organisation aujourd'hui est d'arriver à une application complète de toutes les réformes dans les 8 États membres. Les portes du Centre international de conférence de Diamniadio, grandement ouvertes à la presse nationale, une visite guidée qui a été mise à profit pour retracer le circuit officiel du 15e sommet de la francophonie d'Araba. La presse nationale du Sénégal au Centre international des conférences de Dakar à Diamniadio. C'est une première. Elle a même eu l'honneur de faire le circuit officiel du 15e sommet des chefs d'État et gouvernement et en partage le français. Des personnalités de marque qui seront accueillies par le président Macky Sall, hôte de ce 15e sommet, et Abdou Diouf, secrétaire général de la francophonie, ici dans cet espace. Après l'accueil, elles seront au salon d'honneur jusqu'au moment de la photo de famille. Ce sera à quelques mètres de l'hémicycle où va se dérouler la cérémonie officielle du 15e sommet. Sur l'une des allées, l'entrée des chefs d'État et gouvernement, sur l'autre, les invités. La presse nationale a eu aussi accès à la salle des plénières et à celle réservée au huis clos. Les restaurants des chefs d'État à l'étage et des délégués au rez-de-chaussée ont été aussi visités. La presse nationale a également eu à voir à quoi ressemblaient les bureaux de certains officiels et les salles de réunion bilatérales. Rassuré parce que nous sommes à un mois du sommet. Du dehors, on avait entendu des informations comme quoi que les choses n'étaient pas prêtes et qu'il y avait hypothèque sur l'organisation du sommet. Mais à ce qu'on a vu aujourd'hui, il semble que vraiment que le Sénégal soit prêt aujourd'hui à organiser le sommet, même aujourd'hui. Nous avons pu aussi apprécier la fonctionnalité du bâtiment. C'est une visite qui est très appréciable et qui mérite d'être réalisée, et je pense que tous les participants y ont trouvé de l'intérêt. L'étape la plus attendue, celle de la salle de presse où vont se tenir les différents points de presse lors des assises de la francophonie, et le local abritant les bancs de montage et les serveurs de stockage d'images relatives à l'événement, avec à l'appui un exposé d'un représentant du diffuseur hôte, la RTS. Nous avons été quand même agréablement surpris des dispositions techniques, organisationnelles en termes de salles et de participation effective et de qualité pour la presse, parce que c'est important. Du côté de la délégation générale pour l'organisation du sommet de Dakar, les objectifs de la visite ont été atteints. En 11 mois, nous avions reçu le mandat de faire en sorte que ce centre soit fin prêt à l'emploi. Donc c'était une façon de rendre hommage à la presse nationale, et que tout a été fait pour que la première activité internationale que doit accueillir ce centre puisse être faite dans les meilleures conditions possibles. À la suite de la presse nationale, la presse internationale sera elle aussi conviée à une visite guidée au Centre international des conférences de Dakar.
La 7e édition de l'université francophone pour la promotion de la santé s'est ouverte à Dakar. Des centaines de participants vont se former et échanger sur les différentes questions qui concernent l'amélioration de la santé. Ils viennent de l'Afrique, du Canada, mais également de la France. L'université est devenue au fil des ans un grand rendez-vous scientifique au Mardiawa. Une diversité d'acteurs œuvrant dans la santé en général et venant de divers horizons tant géographiques que professionnels, des chercheurs, des universitaires, des responsables de programmes de santé publique, et la liste n'est pas exhaustive. La 7e université francophone en promotion de la santé accueille du beau monde. Nous avons inscrit 265 participants qui nous sont venus d'environ une dizaine de pays. La formation va durer 5 jours et il y a 9 modules qui sont assez divers et variés. Les politiques de santé, l'évaluation de l'impact des plans et programmes nationaux, le financement et la santé de la reproduction occuperont une place importante dans la formation. C'est différent de la formation initiale des étudiants à l'université. C'est un dispositif qui s'adresse à des professionnels. C'est un lieu de rencontre et d'échange et de formation, de soutien des capacités. L'université de promotion de la santé s'intéressera aussi aux inégalités sociales en matière de santé. De leur réduction dépendra en partie le développement, selon le directeur de l'ENDSS. L'événement est reconnu au plan national et international. L'expérience sénégalaise est fort appréciée de beaucoup de participants. Nous avons beaucoup d'étudiants en médecine à Dakar et l'excellence de l'état de la médecine n'est pas discutée au Sénégal. Cette université en est à sa 7e édition et depuis toujours, elle connaît chaque année des succès. L'université de Dakar en promotion de la santé a été très tôt encouragée et soutenue par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. 2007-2014, 7 ans que l'aventure humaniste se poursuit avec en permanence le défi d'apprendre ensemble ce qui peut améliorer la santé des populations du continent. L'université refermera ses portes le 24 octobre. En prélude au 15e sommet de la francophonie, le comité syndical francophone de l'éducation et de la formation tient un atelier de travail de 2 jours à Dakar. L'éducation, la formation, les appâts essentiels pour la paix et le développement dans l'espace francophone. Proposition du mouvement syndical, c'est le thème qui a été débattu à l'occasion. Le compte rendu de Pape Djibril Fall. Cette 14e rencontre du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation se tient à 1 mois du sommet de la francophonie. Les syndicalistes préoccupés par les crises cycliques que traverse l'école réfléchissent ainsi sur les voies et moyens pour parvenir à une éducation de qualité, vecteur de paix et de développement. L'on ne peut pas parler de promotion de la paix dans une société sans pour autant passer par l'éducation. Puisque nous avons l'éducation à la paix, au civisme, aux droits de l'homme, à la tolérance qui contribue à la promotion d'une paix durable dans la cité. Donc les enseignants, l'apport des enseignants est essentiel. Le gouvernement du Sénégal est pour une résolution définitive de la crise dans le système éducatif. La tenue récente des assises de l'éducation en est une parfaite illustration. Les autorités manifestent alors un intérêt réel pour ce genre d'initiative. Nous attendons de cette rencontre des recommandations et des propositions pertinentes pour développer au mieux le système éducatif francophone. Cette rencontre du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation devrait contribuer à faire de l'école un haut lieu de culture de la citoyenneté et d'instruction et de formation appropriée pour faire des jeunes filles et des jeunes garçons des vecteurs de paix et des acteurs outillés pour le développement économique et social de nos pays. Les recommandations issues de ces travaux sont alors attendues et devront aider à résoudre la crise dans l'enseignement au sein de l'espace francophone. Cela pour garantir une paix durable, gage de développement. Et puis le 17 octobre dernier, l'université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité la célébration de la journée internationale de lutte contre la pauvreté. La thématique développée, le plan Sénégal émergent, enjeux, défis et opportunités pour la croissance économique locale. Plusieurs préoccupations ont été soulevées. Philomène Constance Diagne.
Cette journée constitue pour l'ensemble des acteurs une occasion de sensibilisation à l'endroit de la communauté internationale. Plusieurs interventions ont été faites pour mettre en exergue les difficultés auxquelles les couches vulnérables sont confrontées. Malgré les avancées notées à travers l'exécution de plusieurs projets, beaucoup reste à faire. Nous pensons que le PSE gagnerait en intégrant beaucoup l'action de la femme et des jeunes. Et on a eu le temps de le démontrer à travers plusieurs expositions, comment la femme contribue quotidiennement à contribuer à la lutte contre la pauvreté et va contribuer également dans la réussite du PSE. Donc en tant que partenaire, nous sommes derrière le gouvernement pour accompagner toutes ces initiatives-là et également apporter notre contribution pour que la pauvreté ne continue qu'à baisser au Sénégal. De bonnes tendances dans la lutte contre la pauvreté, le plan Sénégal émergent pourrait donc accélérer les efforts entamés dans ce sens. Mais faudrait-il qu'aucune couche de la société ne soit laissée en rade? Nous savons que des actes importants sont en train d'être posés dans le cadre de la réduction de la pauvreté. Et toutes ces questions soulevées aujourd'hui vont dans le sens du genre, du développement économique, de la croissance économique, de l'inclusion, des moyens de combattre l'exclusion sociale. Donc ce sont des mécanismes qui vont nous permettre de mettre en œuvre ce programme très important et si cher au chef de l'État qui est le plan Sénégal émergent. En partenariat avec le PNUD, le gouvernement s'engage dans la mise en œuvre du PSE à appuyer davantage les programmes de lutte contre la pauvreté. C'est dans ce cadre que le PRODES va être lancé dans la région de Matam. Le ministre délégué chargé de la microfinance était à Fatick pour installer le réseau des femmes entrepreneurs pour l'émergence. Un financement de 600 millions est mis à leur disposition pour les activités génératrices de revenus. Claire Diop. La place Les Berges du Sine a refusé du monde. Les femmes sont venues des 3 départements de la région de Fatick pour prendre part à la cérémonie de lancement du réseau des femmes entrepreneurs pour l'émergence. Déjà dans cette localité, plus de 12 000 femmes ont adhéré au projet. Le ministre chargé de la microfinance et de l'économie solidaire, accompagné d'une forte délégation, a remis un chèque de 600 millions de nos francs aux membres du réseau sous forme de crédit revolving. L'objectif est bien défini, l'autonomisation des femmes est visée. Les statistiques nationales démontrent à souhait qu'en appuyant vos capacités entrepreneuriales, des emplois intenses en main-d'œuvre féminine et des richesses durables seront créés à travers des projets structurants, conçus et mis en œuvre grâce aux opportunités locales. En effet, vous constituez 52% de la population sénégalaise contre 48,3% d'hommes. Et vous représentez 70% de la force de travail, surtout en milieu rural, où vous assurez près de 80% des activités de transformation de produits agricoles. Le gouvernement du Sénégal accorde une importance capitale à l'entrepreneuriat féminin dans le programme PSE, Plan Sénégal émergent. L'amélioration des conditions de vie de la femme, surtout rurale, est au cœur des préoccupations. Vous êtes en réalité les véritables moteurs de l'économie. C'est sous ce registre que son Excellence le Président Macky Sall m'a instruit de diligenter la mise en place d'un dispositif pérenne de financement et d'accompagnement de proximité permettant aux femmes de contribuer à la création de richesses et d'emplois durables. Sous ce rapport, la contribution des femmes à l'économie nationale n'est plus à démontrer, d'où l'importance de les organiser. Le réseau sera installé dans les 45 départements du Sénégal. Il s'agira d'offrir aux femmes un cadre pour un meilleur encadrement. La finalité, lutter efficacement contre la pauvreté chez cette couche vulnérable de notre société. L'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, APPEL, a tenu une conférence de presse ce mardi pour discuter avec les journalistes des problèmes du secteur. L'APPEL compte mettre sur pied un projet sur la régularisation de la presse en ligne. Les membres affichent leur volonté ferme de mieux organiser et encadrer la presse en ligne. Fatima Tabanelba. La Maison de la Presse est le lieu choisi par l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne, APPEL, pour présenter son projet sur la régulation et le modèle économique de la presse en ligne. Tous les mots qui gangrènent le secteur ont été analysés sans complaisance.
Et la typologie émergente de la presse en ligne fait qu'elle est actuellement sous le feu des critiques de toutes sortes venant de toutes parts. Ces volets de bois vert, même si elles sont souvent réelles, résultent souvent de son émergence, de sa nouveauté, des menaces supposées sur la presse traditionnelle. Alors ces clichés bordent et tapissent son développement. Néanmoins, il est impérieux d'étudier ces critiques et clichés pour y déceler le fondement, y voir ce qui y est à amender et à parfaire. Ces entorses au métier ont poussé l'appel à adopter une démarche inclusive et participative d'autorégulation. L'appel est convaincu qu'avec le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, et le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, CORED, il n'y a pas de place pour un nouvel organe de régulation. Et donc il faut des textes, et ces textes-là pourront en tout cas être intégrés dans le code de la presse dont la relecture va démarrer dans les prochains jours. L'appel compte organiser un atelier qui va intégrer tous les problèmes de la presse en ligne. Cette rencontre qui se tiendra du 13 au 15 novembre prochain va permettre aux acteurs de tendre vers la qualité. Ce sont les principales victimes de la rareté des pluies cette année. Les producteurs de la zone des Niayes ont vu leur rendement baisser. Les récoltes n'ont pas été à la hauteur des espoirs. La production maraîchère va subir les contre-coups de la situation pluviométrique. Jeanne Dior. La moisson est peu abondante, néanmoins la récolte se fait. Nous sommes à Ndiar, dans la commune de Diender. La situation pluviométrique de cette année n'a pas fait des erreurs. Nous sommes fatigués et très déçus par la mauvaise récolte due à la situation pluviométrique de cette année. On se rabat sur l'eau des pluies et c'est pas suffisant. Les conséquences sont visibles. Les piments ont même changé de couleur. Les autres sont totalement gâtés. Contrairement aux attentes du propriétaire de cet hectare de terre, la production a connu une chute vertigineuse. L'exemple de la récolte précédente d'aubergines en est la preuve. Et celle-ci est passée de 100 à 48 sacs. La rareté des pluies a causé un retard dans la récolte. Regardez les aubergines. À cette période, elles devaient dépasser cette hauteur. Mais là, je suis obligé de les cueillir. Le manque d'eau a un impact réel, même sur le poids des légumes. Et lorsque nous les vendons au marché, nous nous rendons compte de la perte. Ce déficit hydrique provoque de gros problèmes pour ces maraîchers qui ne dépendent pourtant pas entièrement de l'eau de pluie. La rareté des pluies a eu un impact négatif sur la qualité des légumes. À cela s'ajoute l'approvissement du sol. Nous tenons vraiment à la culture des légumes. J'ai abandonné mon taxi à Dakar pour me consacrer à l'agriculture. Donc, on souhaite que l'année prochaine soit meilleure. Cette année, j'ai connu une perte énorme. Par exemple, sur un bénéfice de 300 000 francs CFA, je peux prendre presque la moitié pour acheter des produits afin de permettre aux légumes de mieux pousser. La zone des Niayes est le principal lieu d'approvisionnement en légumes de beaucoup de marchés à Dakar. Cependant, l'autonomie financière de nombre de producteurs dépend du climat. Si celui-ci n'a pas été clément cette année, cela peut affecter la productivité et amoindrir la production. Bakel peut nourrir toute la région de Tambacounda. L'affirmation est du directeur général de la Société d'aménagement et d'exploitation du Delta, Sayed Samba Kanté, prenait part en CRD sur les potentialités rizicoles de Bakel. Dans cette partie de la vallée, plus de 20 000 hectares sont disponibles. Abdoulaye Sinkare. Dans le combat pour l'autosuffisance en riz, Bakel peut jouer un rôle important. Le potentiel est là, 24 000 hectares, mais seuls 3 500 sont aménagés. Dans les 3 500 aménagés, il n'y a que 2 500 où on peut espérer d'ici un an l'exploiter. Donc ce qui reste, c'est plus de 20 000 hectares. Nous avons encore... Alors que les calculs nous montrent qu'il suffit d'exploiter 7 400 hectares pour nourrir toute la population de Tambacounda, qui est de 600 000, à raison de 74 kg par tête d'habitant. Donc Bakel peut nourrir au-delà de Bakel, la région de Tambacounda.
Bakel dispose de facteurs de production que sont l'eau, la terre et la main-d'œuvre. Mais aujourd'hui, le département reste bloqué par un ensemble de contraintes, dont le défaut d'aménagement. Nous avons en perspective plus de 3000 hectares à aménager, à créer, avec le financement de 32 milliards avec la coopération indienne. Donc, ces 20 000 hectares seront aménagés si réellement on est sûr que les producteurs vont les mettre en valeur. Nous allons les regarder sur les 4 000 premiers hectares, les 5 000 premiers hectares, mais au fur et à mesure qu'ils mettent en œuvre tout ce que nous aménageons, nous continuons à aménager. L'avenir reste néanmoins prometteur avec le déroulement du PRACAS, sans oublier le programme d'appui à la sécurité alimentaire et à l'élevage qui prévoit de réhabiliter 500 hectares. Et puis, coup de projecteur sur le Centre national d'appareillage orthopédique de Dakar. Le CNAO est un établissement public de santé spécialisé dans le traitement et la rééducation orthopédique. Le centre situé à Fann a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour prendre en charge des mutilés de guerre. Maïmounassi nous le présente. Situé sur la rue Aimé Césaire de Fann, le Centre national d'appareillage orthopédique est vieux de plus de 50 ans. L'état de ce bâtiment en est une illustration. Le CNAO a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour la prise en charge des mutilés de guerre de l'AOF. C'est en 1956 qu'il a été transféré de l'hôpital principal à Fann. Il a été transféré ici au niveau de la rue Aimé Césaire. C'est pour ça d'ailleurs que ce centre porte le numéro 1 de la rue Aimé Césaire, bien qu'étant situé en plein milieu de la rue Aimé Césaire, parce que c'est l'un des premiers centres à être déplacé ici. Et il a été rénové au début des années 83-84 pour enfin se spécialiser, outre les mutilés de guerre, de prendre en charge toute la population qui souffrait de handicap, toutes pathologies confondues. Cet établissement public de santé est placé sous la co-tutelle des ministères de la Santé et de l'Économie. Avec sa palette de services, le Centre national d'appareillage orthopédique a 4 catégories de soignants. Quand vous entrez à droite du service, vous avez le service de rééducation fonctionnelle avec une vingtaine de kinésithérapeutes et une ergothérapeute. Et nous avons aidé en cela le service social avec des travailleurs sociaux qui nous aident à gérer les problèmes sociaux. Donc on s'occupe de pratiquement toutes les pathologies médicales et chirurgicales qui ont besoin de rééducation à la suite de nos collègues médecins et chirurgiens pour qui nous prenons le relais du traitement après qu'ils aient fini. Le CNAO peut recevoir jusqu'à 250 patients dans la journée. Parmi eux, certains sont pris en charge gratuitement. Cette année, par exemple, nous avons prévu de mettre 6 à 10 millions pour les cas sociaux que nous répartissons mensuellement. Et donc, chaque mois, les cas sociaux sont répertoriés par le service social. Et sur la quote-part qui leur est due mensuellement, on prend en charge, ce qui fait que nous le prenons en compte pour notre budget pour ne pas être pris de court. Le Centre national d'appareillage orthopédique est le seul, sinon l'un des rares établissements spécialisés à disposer d'ateliers de fabrication d'appareils orthopédiques, tous confectionnés à partir de l'expertise locale. Le Centre national d'appareillage orthopédique est réputé pour ses prothèses. Il faut dire que d'autres spécialités y sont traitées. La rééducation, par exemple, après un accident de la circulation ou à la suite d'un accouchement. Nous voyons tout cela avec le reportage de Fatimata Banelba. Ndossé Guissé ne joue pas aux billes. Cette éducatrice préscolaire de profession a perdu l'usage de ses mains à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Elle est en train de faire de la rééducation pour la motricité fine qu'on appelle ergothérapie. J'ai commencé d'abord en kiné avec Philippe et ensuite avec Ariane pour les doigts, pour pouvoir écrire, bien attraper la cuillère. L'ergothérapie, d'une manière générale, c'est pour récupérer l'autonomie de la personne. Ici, on travaille beaucoup avec les personnes qui ont eu surtout des problèmes aux membres supérieurs, donc aux bras.
pour récupérer les fonctions du bras, pour être autonome tous les jours. Le CNAO, ce n'est pas seulement l'appareillage orthopédique. Plusieurs types de rééducation y sont pratiqués, comme celles liées à l'urogynécologie. Ça traite toutes les pathologies provenant de l'urologie, plus particulièrement celles qui vont créer des incontinences urinaires. De la même manière aussi qu'il y a des pathologies gynéco qui vont créer des prolapsus, des fistules, créer aussi des incontinences, que ça soit aussi bien anal comme urinaire. Le service kinésithérapie compte 15 kinés actifs. Entre autres pathologies traitées, les douleurs lombaires, cervicales, les arthroses, les incapacités des côlons, des AVC, les traumatismes liés aux accidents de la circulation. Zakaria Diallo a débuté son traitement en 2012. Il avait perdu l'usage de ses 4 membres à la suite d'un accident. Tout au début, j'étais en chaise roulante. Donc, en moins d'1 an, j'ai pu récupérer. Donc, j'ai commencé à remarcher. Donc, je dirais que grâce à Dieu et grâce aux kinésithérapeutes qui sont là, aux ergothérapeutes, donc j'ai pu récupérer, donc retrouver mes fonctions, donc ma motricité. Autre service qui fait la satisfaction des kinésithérapeutes du CNAO, la pédiatrie. Pour les enfants IMC, alors il y a ce qu'on appelle le retard psychomoteur. Voilà. Alors l'enfant à 2 ans par exemple, il n'est même pas en mesure de faire ce qu'un enfant de 9 mois peut faire. Donc le traitement vise, n'est-ce pas, d'une partie, n'est-ce pas, à disons, résorber, n'est-ce pas, ce trouble. Alors on fait beaucoup de mobilisations articulaires, on fait des exercices sur le ballon. Voilà, c'est la rééducation des niveaux d'évolution motrice. Alors en pédiatrie aussi, nous avons les cas de POPB, pathologie obstétricale du plexus brachial. Et on en a beaucoup. Le Centre national d'appareillage orthopédique est un établissement qui ne soigne pas seulement les handicapés moteurs ou psychomoteurs. Plusieurs spécialités paramédicales y sont pratiquées pour permettre aux patients de retrouver leur autonomie. Comment prévenir ou éviter les accidents liés à la sécurité des pistes, crash, incursions ou sorties de pistes? Autant de situations à gérer dans les aéroports d'Afrique. Face à ces dangers, une formation adéquate s'impose afin de mettre en place un dispositif humain bien outillé en la matière. Mampatou Fati. En Afrique, les accidents d'avion sont souvent liés à la qualité des pistes. C'est le constat fait par les gestionnaires des aéroports. Cette année, au niveau de la région Afrique, l'année n'est pas encore terminée, mais on a déjà enregistré 6 accidents, dont 4 sont de cette nature, dont des accidents de type de piste. Il y a plusieurs acteurs qui contribuent. Ça peut être au niveau des compagnies, les aéroports eux-mêmes, les contrôleurs, les fournisseurs et des services de navigation et les pilotes. Pour prévenir et atténuer les effets d'accidents liés à la sécurité des pistes, une trentaine d'agents ont été formés pour pouvoir résoudre les problèmes de sécurité. C'est un travail, on va dire, collaboratif. Donc, c'est plusieurs entités de la plateforme qui sont là. Et l'intérêt justement de cette équipe, c'est que nous aurons plusieurs points de vue. Le point de vue du pilote, le point de vue du contrôleur, de l'assistance en escale et le point de vue des compagnies aériennes. Nous devons tout mettre en œuvre pour que la sécurité sur piste soit assurée dans un premier temps pour aussi bien l'envol des aéronefs que leur atterrissage. La sécurité de l'aviation civile au cœur des préoccupations de l'État. La tutelle ambitionne d'améliorer le niveau de sécurité dans la région d'ici fin 2015. Les moyens, c'est la formation. C'est la formation, c'est les équipements nécessaires qui vont permettre aux équipes d'avoir une meilleure vision sur ce qui se fait en termes d'aéronautique. Et nous comptons accompagner les différents acteurs pour trouver ensemble les solutions, mais surtout sécuriser encore davantage. À l'issue de ces 3 jours de formation, une équipe de sécurité de piste sera mise en place pour mieux sécuriser les pistes. C'est dans l'actualité, le PDG de Total, Christophe de Margerie, 63 ans, s'est tué lundi soir dans le crash d'un jet à l'aéroport de Moscou. Le Falcon 500 à bord duquel le patron du groupe français avait embarqué s'est écrasé au décollage. L'accident a eu lieu peu avant minuit, 22h à Paris. Le jet privé du PDG de Total, ici en feu, vient de s'écraser à l'aéroport d'affaires Vnukovo à Moscou. Il a heurté un chasse-neige sur la piste au décollage.
Malgré 150 secouristes, des dizaines de véhicules spéciaux, il n'y a plus rien à tenter pour les 4 occupants. Les 3 membres de l'équipage et le passager sont décédés dans le crash. 5 cm de neige, du brouillard, une visibilité réduite à 350 mètres. Ce décollage depuis Moscou était périlleux. Selon les premiers éléments du comité d'enquête russe, le conducteur de la déneigeuse était ivre au moment de la collision avec l'avion privé de Christophe de Margerie. En France, à leur arrivée au siège du groupe ce matin, les salariés sont très affectés. Au-delà d'être un grand PDG, c'est un grand homme. J'ai travaillé avec lui, j'ai passé quelques soirées avec lui, des séminaires, etc. Je vous dis, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est choquant. C'est difficile à admettre, mais il faut continuer. Voilà. Tout le monde le connaissait dans la maison, on l'appelait Big Moustache, effectivement. C'était un homme très chaleureux, très agréable, un très grand patron. Et je crois que tout le personnel va être très triste aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Christophe de Margerie se rendait très souvent dans la capitale russe. Hier après-midi, il avait encore rencontré le Premier ministre Medvedev. Car malgré des sanctions européennes, Total continuait à avoir des projets en Russie. Pour comprendre les circonstances de l'accident et pourquoi l'avion a été autorisé à décoller alors qu'un chasse-neige se trouvait sur la piste, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide involontaire. Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison pour l'homicide involontaire de sa petite amie l'année dernière, 3 ans avec sursis pour usage d'armes à feu. Vous voyez Oscar Pistorius conduit juste après l'audience dans ce fourgon direction la prison. La sentence est donc tombée ce matin. Il faut dire que ce jugement est jugé très juste par les différentes parties. Écoutons à ce propos la juge qui présidait cette affaire. Ce qui va suivre est ce que je considère comme une sentence juste pour la société ainsi que pour l'accusé. Premier chef d'accusation, homicide involontaire. La sentence imposée est une peine maximale de 5 ans de prison. Pour le deuxième chef d'accusation, usage d'armes à feu, la sentence imposée est de 3 ans de prison avec sursis. Nous restons en Afrique du Sud pour parler de ces 23 étudiants sénégalais en management des infrastructures qui se sont rendus dans ce pays pour s'inspirer de ce qui se fait de mieux là-bas. Un voyage au pays arc-en-ciel où ils ont pu visiter la plus grande centrale à charbon en Afrique, une production de 4800 MW, ce qui constitue 10 fois les besoins en énergie du Sénégal. Célina Lunfal. Ils sont 23. Ils sont étudiants en master management des infrastructures à l'UCAD. Tous ou presque sont des professionnels. Énergie, eau, transport, leur spécialité. Ce voyage en Afrique du Sud fait partie de leur programme. En route vers ESCOM, l'équivalent de la Sénélec. Présentation, explication. Entre le géant sud-africain et ses clients, le courant ne passe pas toujours. People are connecting illegally for themselves. On a 2 grands problèmes. Le premier, ce sont les branchements clandestins. Il y en a énormément. Le deuxième problème, c'est le refus de paiement. En Afrique du Sud, ce sont les municipalités qui distribuent le courant, qui se font payer et qui nous payent. It has to be approved at higher level. Cap sur la centrale de Kuzile. Avec une capacité de production de 4800 MW, elle peut couvrir 10 fois les besoins en énergie du Sénégal. Il a fallu compter 8 années de construction pour voir émerger cette mégastructure. C'est la plus grande en Afrique. Après explications et démonstrations, direction Randwater. Cette société sud-africaine est l'équivalent de la SDE. 12 millions de consommateurs et 3500 km de pipeline. L'Afrique du Sud est un pays émergent. Donc en termes de capacité, en termes en tout cas de capacité de stockage, de production, donc vous voyez bien que ces usines-là sont peut-être 2, 3, 4 fois nos usines de Kermou-Marsar. Mais sinon, en termes de traitement, donc c'est le même procédé. Une visite qui a permis à ces étudiants de valider, de vérifier sur le terrain certaines théories formulées à l'UCAD.
L'université de Dakar est quand même un laboratoire en Afrique, quoi qu'on le dise. Et il faudrait que les autorités pensent à renforcer cette formation qui est une très haute qualité pour le renforcement des capacités des professionnels. Nous évoluons dans le domaine des sciences sociales. Et nos collègues qui sont dans le domaine des sciences pures, ils ont des labos qui leur permettent de faire des expérimentations. Nous, on n'a pas les moyens de faire des expérimentations. Nos outils opérationnels, on les éprouve à travers les contacts qu'on a avec les autres. On les éprouve en s'exposant à d'autres types d'expériences, à d'autres formes de pratiques managériales. Ce master en management des infrastructures est entièrement gratuit. À l'UCAD, les étudiants sont sélectionnés selon le mérite. Le programme est rendu possible grâce notamment à l'appui de partenaires tels que l'AFD. Donc l'AFD intervient depuis 2010 aux côtés de IDC et de la DBSA sur ce programme. Alors comme vous le savez, l'AFD attache beaucoup d'importance au renforcement de capacités. Nous savons que la formation, notamment la formation diplômante et la formation de haut niveau est importante pour permettre à des jeunes de pouvoir répondre aux besoins du marché du travail. Énergie et eau, première halte de ce périple. Prochaine étape, les infrastructures routières et ferroviaires. Touba célèbre le 27 octobre prochain le Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, 4e khalife de Serigne Touba. L'événement va permettre de revisiter le parcours de celui qui pendant longtemps a été l'imam de la grande mosquée de la ville sainte, Mame Fatou Fati. L'édition 2014 du Magal de Serigne Abdou Khadre, 4e khalife général du Mouride, se prépare à Touba. Surnommé le grand imam, Serigne Abdou Khadre reste une référence. Son œuvre et son parcours vont être revisités durant cet événement. Lors d'un comité régional de développement, les chargés à l'organisation ont dit aux autorités leurs préoccupations et leurs attentes pour un bon déroulement de la manifestation. Ils sollicitent un bon approvisionnement en eau, la fourniture en énergie, la prise en charge sanitaire, entre autres. En prenant la parole, les autorités administratives ont rassuré. Elles promettent de satisfaire toutes les doléances exprimées. On a pris des engagements d'assurer une bonne sécurité, d'assurer une bonne couverture en eau, d'assurer la fourniture correcte en énergie, d'assurer donc la santé des pèlerins, surtout en cette période où l'on est en phase d'épidémie d'Ebola dans les pays de la région. C'est sûr qu'on aura des pèlerins qui viendront de ces endroits. Donc il faut accroître les mesures d'hygiène, l'hygiène corporelle, l'hygiène individuelle d'abord, mais l'hygiène collective également, et développer tous nos mécanismes de vie. Je pense qu'en tout cela, donc, les organisateurs et l'ensemble du personnel de santé, et même de la population est en éveil. Le Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké va être célébré lundi prochain. Des prières ont été formulées pour la réussite de cet événement. Les bonnes lipones, cela vous rappelle bien des choses. Ce soir, le conte est à l'honneur dans la rubrique Au cœur de nos cultures. Cette forme d'éducation qui permet de revisiter l'histoire pour justement aider les enfants à connaître un peu le parcours de leurs ancêtres reste un moyen pédagogique. Il faut dire que c'est également un art qui permet de créer des rêves autour de l'esprit des enfants. Les bonnes lipones autour du feu avec Fatou Diouf. Mawaw yee xale yi ah yéen a ngi fi léeboon bu njëkk nag dafa amoon ci benn dëkk benn xale boo xam ni maamam moo ko yar. Jardin d'Afrique de Guédiawaye. Du feu de bois éclaire tant bien que mal les visages d'enfants captivés par grand-père Babacar. di dégg am tëgg tëgg mu mel ni ay sabar ci guddi gi. Retour aux soirées nocturnes rythmées à l'époque par des séances de contes, des espaces de transmission de nos valeurs ancestrales à travers les épopées, mythes et légendes. Beaucoup de contes tournent autour du courage. Parce qu'on devait former un homme courageux, qu'on appelle un gor, qui est investi du sens de l'honneur et qui sait défendre son honneur chaque fois et l'honneur des siens. Cet homme-là, pour le former, il fallait un discours. Et c'est ce discours-là qu'on retrouve dans toutes les sociétés. Le conte, c'est l'écho de la tradition orale, des espaces de socialisation
afin d'aider l'enfant à vivre harmonieusement dans la société. Et puisque c'est de bouche à oreille, facile pour les enfants de bien saisir le message. J'ai bien aimé le conte. C'est un conte intéressant. Il nous enseigne qu'un enfant doit rester chez lui la nuit et apprendre ses leçons. L'enfant peut jouer la journée et le soir étudier. On peut aller à l'école, on peut être savant, mais on peut être incorrect. On peut être indiscipliné en étant savant. Comme on dit en Wolof, Djangul taxula yewu, taxula yaru. Et c'est le conte qui met en l'enfant d'abord les instruments qui feront de lui demain un homme qui sait où il va, qui il est, ce qu'il veut devenir. C'est ainsi que de génération en génération, des valeurs telles que le partage, la solidarité, le courage, entre autres, se transmettaient. N'oubliez pas que nous vivions dans des sociétés d'honneur. L'homme, c'était d'abord quelqu'un qui défend son honneur, l'honneur de son clan, l'honneur de sa famille. Il devait porter donc des valeurs qui correspondent à cet objectif-là. C'est cet homme-là qu'on voulait former. Il était difficile de trouver à manger. C'est pourquoi tous les contes tournent autour de l'intelligence ou de la ruse. Je dis la ruse de l'œuf et l'avarice, la gourmandise de Bouki. Genre universel, le conte existe dans toutes les cultures du monde. En sérère, on dit anach. En manding, on dit talin talin. En anglais, tale. En espagnol, narration. Dans toutes les langues. Au fil des ans, des facteurs comme l'urbanisme, l'école française et les médias ont profondément changé la donne. Le conte semble perdre sa place. Nous n'avons pas réussi à faire la mutation. Nous n'avons pas encore réussi à nous adapter à la ville et à adapter les trésors que nous portons à la ville. Alors que c'est facile. On peut compter n'importe où. À la case des tout petits des HLM, la façon de faire le conte est différente. Les objectifs restent les mêmes. Inculquer des valeurs à ceux-là qui seront les adultes de demain. Vous savez, à cet âge, l'enfant est gagné par l'égocentrisme. Donc il faut lui inculquer des leçons de morale afin qu'il puisse partager avec ses camarades, afin qu'il puisse se socialiser. Pour rester dans l'esprit traditionnel, c'est grand-père ou grand-mère qui s'en charge et le message est bien perçu par les tout-petits. Les enfants doivent suivre les conseils de leurs parents. Chaque conte donne une leçon de morale. Là, il s'agit des enfants têtus qui ne respectent pas leurs aînés. Connu pour ses fonctions didactiques et d'initiation sociale, le conte c'est l'écho de la vie dans une société traditionnelle marquée par l'oralité. De nos jours, la cour est remplacée par la classe, l'oralité par l'écriture ou l'audiovisuel. Alors, ces récits de vie sont à immortaliser dans les ouvrages, une façon de sauvegarder notre patrimoine culturel. Entre aventures imaginaires et récits merveilleux, le conte Amon Nafi d'Anne a retrouvé la rubrique au cœur de nos cultures mardi prochain sur cette même antenne. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.